7h39, le 19 août 91 donc, je vous parlais de ce putsch manqué contre Gorbatchev qui provoquait une mobilisation populaire à Moscou, des événements qui vont précipiter à la fin de l'Union soviétique, quelques mois plus tard. Romain Cornet, vous en parlez avec Aude Merlin qui est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Aude Merlin. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'ULB, grande spécialiste de la Russie. On va parcourir avec vous ces 25 ans de Gorbatchev à Poutine, juste après votre choix musical qui nous emmène non pas en Russie, mais en Turquie. Qu'est-ce que vous avez choisi ? C'est une chanson qui s'intitule Randink, du nom du journaliste turc qui a été assassiné, du journaliste arménien d'Istanbul, qui a été assassiné à Istanbul le 19 janvier 2007. Et ce morceau donc est un hommage à ce journaliste, et je l'ai choisi aussi parce que c'est un hommage à tous les journalistes qui ont été assassinés. Pavel Sheremet récemment, un journaliste russe assassiné en Ukraine. Dans quelques semaines, ce sera les 10 ans de l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya. Et voilà. Et en plus, le joueur de doudouk, instrument arménien, une flûte en abricotier, et mon prof de doudouk à Bruxelles, Vartan Ovanessian. Eh bien, on écoute. Randink, le titre de ce morceau de Vardan Ovanessian et Emre Gültekin. C'était le choix musical d'Aude Merlin, notre invité, qu'on va retrouver dans quelques instants, le temps du rappel des titres. Les Red Lions brillent d'argent mais pas d'or, ils ont été battus en finale face à l'Argentine. Les hockeyeurs belges sont déçus mais ils restent très fiers de leur parcours olympique. Pas d'autres médailles cette nuit à Rio. Thomas van der Splat termine 8e du décathlon, il a battu son record personnel. Et puis la Ligue des familles et STH unissent leurs forces pour faire baisser les frais scolaires. Ils lancent une pétition d'achat collectif de fournitures. Aude Merlin, Romain Cornet, c'est à vous. Il y a 25 ans, le matin du 19 août, la télévision russe diffuse le lac des Cygnes et 400 chars et véhicules blindés prennent position dans le centre de Moscou. À ce moment-là, le président Mikhail Gorbatchev est en vacances et un groupe d'apparatchiks de durs du régime tente un coup d'État qui va rapidement avorter. Aude Merlin, vous étiez à Moscou ce jour-là, en Russie en tout cas. Quel souvenir en gardez-vous ? Oui, par hasard, je me trouvais à Moscou en Union soviétique. J'étais arrivée le 18 août au soir pour participer en tant qu'étudiante à un chantier de jeunesse. Et j'en garde un souvenir très très marquant parce que évidemment, on arrive dans ce pays qui est absolument fascinant. Et puis
Au petit matin, vient au petit déjeuner une jeune fille soviétique qui était chargée un petit peu de nous chapeauter et qui nous explique d'emblée, alors qu'on était informés de rien, que tout va bien, que la situation est sous contrôle, que Mikhail Gorbatchev est malade, mais que ça va aller, et qu'il y a une équipe donc constituée du vice-président de l'Union soviétique et des ministres des structures de force du gouvernement soviétique qui prennent les choses en main et que donc c'est parfaitement légal, constitutionnel et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et puis on va sur le lieu de notre chantier qui était le jardin botanique de l'université de Moscou et là on voit les jardinières totalement paniquées qui nous expliquent que peut-être se profile un retour vers le passé dur soviétique dans sa version la plus conservatrice, que certaines étaient vraiment très fébriles et très inquiètes et les jardinières après un thé et l'arrachage de 3 ou 4 mauvaises herbes, qui était l'objet du chantier qu'on devait faire, nous disent mais si vous voulez aller voir ce qui se passe dans Moscou, bien évidemment, allez-y. Et du coup, on a passé 3 jours donc dans le centre de Moscou à essayer de comprendre ce qui se passait, à parler avec les gens. Et là, au centre de Moscou, gros rassemblement, c'est l'image marquante de ces quelques jours. Boris Eltsine sur un char entouré par la foule. Le coup d'État va rapidement avorter, je le disais. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'Union soviétique bascule et qu'on comprend que c'est peut-être la fin ou bien c'est déjà trop tôt pour imaginer ce qui va se passer? Si, c'est sûr. Alors évidemment, rétrospectivement, on peut toujours dire ex post que ça fait partie de cette dynamique, mais les gens le sentaient, c'est-à-dire que depuis l'amorce de la politique de perestroïka par Gorbatchev, depuis son arrivée au pouvoir en 1985, l'ampleur des réformes était telle qu'il y avait de toute façon beaucoup d'incertitudes par rapport aux décennies précédentes où les citoyens soviétiques vivaient dans une prévisibilité du lendemain, dans une forme d'ordre, dans un système autoritaire avec un parti unique. Et là, une forme d'ouverture, un peu de libéralisation politique, les réformes économiques qui sont très douloureuses pour la population, tout cela crée beaucoup d'incertitudes. Et puis les louvoiements politiques aussi, puisque Mikhail Gorbatchev se trouvait en réalité pris entre le marteau et l'enclume d'une certaine façon, au sens où d'un côté, des figures politiques qui voulaient aller plus vite que lui sur les réformes le trouvaient beaucoup trop lent et trop fidèle au socle communiste historique, et d'autres trouvaient qu'il trahissait justement le socle fondateur. Ça, c'était les putschistes, et de l'autre côté, Boris Eltsine qui incarnait les réformistes, entouré par la foule à Moscou, et qui va faire pencher la balance de son côté, qui, quelques mois plus tard, s'emparera littéralement du pouvoir. Alors attention, Boris Eltsine était déjà élu président de la Russie soviétique, puisqu'on est encore en Union soviétique, et il avait, contrairement à Mikhail Gorbatchev, accepté, lui, de se soumettre à la sanction des urnes. C'est-à-dire que le 12 juin 1991 avait eu lieu des élections présidentielles à l'échelle de la Russie soviétique, avec une pluralité de candidats, et donc un débat. Et Boris Eltsine avait été élu à 57% président, alors que M. Gorbatchev avait, lui, renoncé, refusé de se soumettre à la sanction des urnes au suffrage universel. Donc, voilà, on peut pas dire que Boris Eltsine prenne le pouvoir, au sens où il était déjà président et il avait cette légitimité démocratique par la voie des urnes que n'avait pas Mikhail Gorbatchev. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a un sens de l'opportunité, voire de l'opportunisme politique qui fait qu'effectivement Boris Eltsine s'engouffre dans cette brèche et dans cette espèce de triangle entre Gorbatchev, qui est vraiment le grand perdant de cette histoire, enfermé dans sa datcha en Crimée, et d'un côté les putschistes qui avaient été nommés par Gorbatchev lui-même un an avant au gouvernement, et de l'autre côté Boris Eltsine. C'est sûr que c'est Boris Eltsine qui sort vainqueur de ces 3 jours de putsch. À l'automne, les républiques qui constituaient l'URSS proclament les unes après les autres leur souveraineté. Le 25 décembre, Mikhail Gorbatchev, qui se retrouve un peu président, mais d'une coquille vide, puisque finalement le pouvoir change, démissionne. Et le 26 décembre 1991, l'URSS est officiellement dissoute. Quel regard les Russes ont aujourd'hui sur cet épisode de l'histoire? Et est-ce que, par exemple, ces événements de cet été 1991 sont commémorés d'une façon ou d'une autre aujourd'hui en Russie?
Commémorer, non. Ce qui se passe, c'est que chaque année, des instituts de sondage en Russie réinterrogent le public russe sur le regard que ce dernier porte sur les événements donc du 19-21 août 91. Ce qui transparaît à travers justement la fournée en quelque sorte du sondage de cette année, c'est que c'est un événement qui est de moins en moins saillant dans la mémoire des gens. Bon, en 2015, 41% des Russes considéraient que ce qui s'était passé en août 91 était une tragédie et s'en souvenaient, etc. Cette année, l'institut, en tout cas de FOM, qui est la Fondation pour l'opinion publique, relève 30% des citoyens russes considérant cet épisode comme une tragédie. Dans le même temps, on a plus de la moitié des Russes qui regrettent l'Union soviétique, enfin qui éprouvent une forme de nostalgie pour le système en tant que tel et pour cette période-là de leur vie. Et 30% des citoyens russes qui considèrent que l'effondrement de l'Union soviétique était inévitable. Voilà, donc c'est pas un événement qui est commémoré en soi. Dans le même temps, 8% des Russes considèrent que ça a été un exploit démocratique en quelque sorte, ou la victoire des forces démocratiques. Donc là aussi, c'est pas un événement qui est vraiment massivement auréolé d'une gloire et d'une mémoire particulièrement prisée. Et effectivement, la moitié qui regrette cette époque de l'URSS pour différentes raisons et peut-être aussi socio-économiques, parce que la situation des Russes ne s'est pas forcément améliorée, les inégalités sont peut-être beaucoup plus grandes qu'à l'époque. Ce sentiment de nostalgie, c'est quand même quelque chose que Vladimir Poutine aujourd'hui exploite beaucoup dans sa communication. Oui, bien sûr. Vous savez que lui-même avait dit en 2005 que l'effondrement de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et il ajoutait celui qui n'a pas de nostalgie pour cette période n'a pas de cœur, mais celui qui voudrait y retourner n'a pas de tête. Je crois que ça résume assez bien, au fond, ce que ressentent une grande partie des Russes aujourd'hui, c'est-à-dire que la Russie est rentrée dans la globalisation, la Russie est rentrée dans la mondialisation. Les Russes, pour l'essentiel, peuvent quitter le pays. Il y a quand même 5 millions de fonctionnaires et de ce qu'on appelle les budgetniki qui travaillent pour les ministères, pour les agences fédérales et pour les structures de force qui maintenant doivent demander l'autorisation de quitter la Russie pour quitter le pays pour aller en vacances. Ça, c'est un changement récent qu'il faut quand même souligner. Mais sinon, pour le reste de la population, la grande majorité, voilà, le pays est ouvert. Les étudiants circulent, la classe moyenne russe voyage, même si elle voyage moins depuis que le pays connaît la crise économique récente et que la classe moyenne a un pouvoir d'achat réduit. Mais les gens ne veulent pas retourner dans un système qui serait celui d'un pays fermé, avec, en termes de biens de consommation courante, un choix très limité, avec un système de pénurie tel qu'il était à l'époque soviétique. Donc, il n'y a pas de volonté de retourner à ce système-là, mais il y a des éléments de nostalgie forts qui peuvent combiner plusieurs causalités. C'est-à-dire, d'abord, il y a ceux qui tout simplement regrettent leur jeunesse. C'est bête à dire, mais ça joue beaucoup dans les sondages par rapport au passé. Mais il y a aussi, bien sûr, toute la question de la sécurité socio-économique. C'est-à-dire qu'à l'époque soviétique, bon an, mal an, et même s'il y avait des pénuries structurelles et un certain problème une certaine série de problèmes d'approvisionnement et d'accès à certains biens de consommation, d'attente pour avoir accès, etc. En même temps, il y avait ce caractère prévisible, avec une sûreté de l'emploi, avec un toit au-dessus de la tête. Les gens pouvaient remplir leur frigo bon an, mal an, je le dis bien, et pas de la façon la plus riante et la plus diversifiée, mais au moins, il y avait cette prévisibilité. Alors, aujourd'hui, la Russie, et c'est peut-être un peu ironique, est dirigée par un ancien du KGB, un homme qui a réinstauré un pouvoir fort, une figure présidentielle très forte, qui est soutenue par les jeunes aussi. On voit des jeunes qui portent des t-shirts à l'effigie de Vladimir Poutine dans les rues de Moscou. Ce passé, il est vraiment omniprésent dans la façon de gérer le pays, quoi. Oui, porter des t-shirts à l'effigie de Vladimir Poutine, c'est pas forcément être dans une glorification du passé. C'est-à-dire que le pouvoir actuel et le président russe ont trouvé un logiciel idéologique, ou en tout cas ont à leur disposition une boîte à outils de mobilisation de la société sur le plan symbolique qui fonctionne. Et voilà, je pense que c'est un des objets de recherche les plus passionnants sur la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment expliquer que sur fond d'une situation où l'économie va moins bien, où le budget russe a dû être réduit de 10%, ça veut dire avec des effets sur les salaires, des réductions de salaire des fonctionnaires, avec des effets sur le pouvoir d'achat et avec aussi vraiment un moindre accès à un certain nombre de biens. En même temps,
la rétribution symbolique que le pouvoir a offert à sa population avec l'annexion de la Crimée et avec la mobilisation d'un discours très patriotique, très revanchard aussi, et très anti-occidental, anti-européen, glorifiant un certain nombre de valeurs qui seraient l'apanage de la Russie versus des anti-valeurs incarnant la décadence européenne et occidentale. Tout cela, ça fonctionne effectivement. Ça fait que les jeunes portent des t-shirts à l'effigie du chef de l'État, mais il y a une machine médiatique qui travaille derrière tout cela et qui formate une partie des cerveaux malgré cette ouverture et la circulation des jeunes en Europe, en Occident. Merci Aude Merlin d'avoir été avec nous, 7h54.